toutes et à tous. Chers collègues, bonjour. Je vous remercie, messieurs, pour votre présence aujourd'hui. Donc, la commission d'enquête approche de son terme légal, fixé 6 mois après sa création. En conséquence, nous achevons nos auditions publiques en recevant les associations de victimes et les représentants de la Direction générale du travail. Donc notre première table ronde aujourd'hui regroupe les associations représentant les victimes de maladies professionnelles. Nous avons donc pour l'association Henri Pézra, monsieur Gérald Lecor, membre actif, monsieur Pézra, membre actif et réalisateur du film Les Sentinelles. Pour l'Association nationale de défense des victimes de l'amiante, Andeva, monsieur Alain Bobiot, secrétaire général. Merci à vous trois. Notre objectif est d'entendre votre expérience, mais également les propositions que vous pourriez nous faire pour prévenir les maladies professionnelles à l'avenir. Donc, conformément aux dispositions de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, les personnes entendues déposent sous serment. Et je vous demanderai donc de prêter le serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, de lever la main droite et de dire « je le jure ». Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose, c'est tour à tour d'avoir un propos introductif pour déjà nous expliquer un petit peu le principe de vos associations, du travail que vous y menez et peut-être déjà aborder un certain nombre de propositions que vous souhaitez faire. Et puis ensuite, on passera aux questions de monsieur le rapporteur et de nos collègues. Voilà, je vous demanderai donc de, par contre, bien appuyer quand vous souhaitez prendre la parole et on va faire dans l'ordre comme ça. Je vous donne la parole. Merci beaucoup. Donc, je suis secrétaire national de l'Andeva, l'association de défense des victimes de l'amiante, créée en 1996. Je suis aussi président de l'ADEVA 93, l'association départementale de défense des victimes de l'amiante en Seine-Saint-Denis. Dans le 93, nous avons des victimes contaminées dans plus d'une centaine d'entreprises. Chimie, métallurgie, BTP, éducation nationale, collectivité territoriale aussi. Chacune de nos assemblées générales commence par une minute de silence à la mémoire des disparus de l'année passée. Notre vice-président et notre secrétaire vivent en permanence sous oxygène. Beaucoup de nos bénévoles sont des veuves ou des enfants de salariés décédés de l'amiante. Les maladies professionnelles sont, je dirais malheureusement, notre pain quotidien. Aux victimes et aux familles qui s'adressent à nous, l'association apporte une écoute, un soutien moral, une aide technique et juridique. Mais nous savons que beaucoup de salariés ne déclarent pas leur maladie. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été exposés, parce qu'ils ne sont pas informés de leurs droits, parce que toute leur énergie est mobilisée par la lutte contre une grave maladie, parce qu'ils sont encore en activité pour certains et craignent pour leur emploi, ou parce qu'il est difficile de retrouver les expositions, a fortiori quand il s'agit d'ayants droit. La non-déclaration est un phénomène massif. Un exemple frappant, celui du mésothéliome. C'est une maladie spécifique de l'amiante que les médecins ont obligation de déclarer aux autorités sanitaires. Une maladie pour laquelle la sécurité sociale n'exige aucune durée minimum d'exposition. Une maladie pour laquelle le FIVA considère que le diagnostic seulement vaut preuve d'exposition. Ce devrait être plus facile pour le mésothéliome d'être reconnu. Or, aujourd'hui, les chiffres, sur 100 mésothéliomes, 45 ne font l'objet d'aucun dossier au FIVA et 40 d'aucune déclaration en maladie professionnelle, selon les données du PNSM, le Programme national de surveillance du mésothéliome. Et la déclaration est souvent le début d'un véritable parcours du combattant. Certains médecins refusent de faire un certificat médical initial attestant seulement d'une possible origine professionnelle de la maladie. D'autres ne veulent pas écrire qu'il y a un lien causal entre maladie et décès et se contentent de parler de mort naturelle. D'autres, ou les mêmes, refusent de consolider une maladie parce qu'ils confondent tout simplement consolidation et guérison.
Nous avons des victimes qui reviennent traumatisées d'expertise médicale où elles ont eu le sentiment d'être traitées comme des fraudeurs et qui se voient attribuer des taux d'incapacité inférieurs, et je dirais même très inférieurs, au barème officiel. Par exemple, un taux d'incapacité de 40% pour un cancer où le barème indique entre 67% et 100%. Elles doivent alors engager des contentieux longs et incertains. On pourrait allonger la liste. Beaucoup d'adhérents nous disent quand leur dossier a abouti, sans l'association, je me serais découragé, je ne serais jamais allé jusqu'au bout. Le système actuel de reconnaissance de maladies professionnelles est balisé. La création de nouveaux tableaux ou l'amélioration de tableaux existants est bloquée par les représentants du patronat. Un exemple, en 2009, le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, a reconnu un lien avéré entre l'amiante et le cancer du larynx, l'amiante et le cancer de l'ovaire. 9 ans plus tard, ces pathologies ne figurent toujours pas au tableau 30. Autre exemple, les fibres céramiques réfractaires ont été évaluées en 1999 par l'INSERM et en 2002 par le CIRC. On sait qu'elles génèrent les mêmes fibroses et les mêmes cancers que l'amiante. Et pourtant, elles ne sont toujours pas dans le tableau 30. On retrouve le même décalage entre connaissances scientifiques et rédaction des tableaux pour la BPCO, la bronchopneumopathie obstructive. Le système actuel de reconnaissance ignore les multi-expositions. Je me souviens d'un travailleur du comptoir Lyon-Allemand, à Noisy-le-Sec, qui s'appelait Mario, une entreprise métallurgique. Il est mort de l'amiante. J'étais allé le voir chez lui, il ne sortait plus. Le moindre effort lui coupait le souffle. Ses poumons avaient encaissé, je l'ai appris en parlant avec lui, les effets délétères non seulement des fibres d'amiante, mais aussi des poussières minérales, des poussières métalliques et des vapeurs d'acide qui rongeaient les poutres en fer qui surplombaient son poste de travail. L'effet de synergie de tous ces polluants était absolument évident, mais le système actuel des tableaux ne permettait pas de prendre en compte cet effet de synergie. Le système d'indemnisation forfaitaire est injuste. Avec un taux d'incapacité de 40%, un salarié atteint d'asbestose ou de silicose touchera une rente égale à seulement 20% de son salaire. Il sera donc assez malade pour perdre son emploi, mais pas assez indemnisé pour avoir de quoi vivre décemment. En fait, la reconnaissance de la maladie n'implique que sa perte de capacité à travailler. C'est seulement cela qui est reconnu. Ni ses souffrances physiques et morales, ni sa perte de qualité de vie ne sont prises en compte. Les victimes de l'amiante, elles, et je dirais elles seules, peuvent être indemnisées de tous ces préjudices-là de deux façons, soit par le FIVA sans avoir à démontrer l'existence d'une faute, soit par une action judiciaire pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Les autres victimes du travail n'ont pas le choix. Elles ne peuvent être indemnisées de ces préjudices que si elles parviennent à démontrer l'existence d'une faute. Or, cette démonstration s'avère souvent difficile, voire impossible, en particulier dans les PME. Vous avez auditionné des représentants des employeurs qui se sont présentés comme des modèles en matière de prévention et de réparation des maladies professionnelles. Mais la plupart de ceux auxquels nous avons été confrontés depuis 2 décennies ne méritaient pas un prix de vertu. La plupart ne déclaraient pas les procédés de travail susceptibles de provoquer des pathologies professionnelles. Et les plus retors élaboraient des stratégies judiciaires sophistiquées pour échapper aux conséquences financières de leurs fautes, en invoquant des vices de forme pour faire payer la caisse primaire, en saisissant des tribunaux administratifs pour réclamer qu'elles soient mises à la charge de l'État co-responsable. C'est en particulier ce qu'ont fait Lati et Eternit, 2 entreprises où les morts de l'amiante se comptent par centaines,
en contestant l'origine professionnelle de la maladie, voire même son diagnostic, devant le TASS ou en cour d'appel, 3 ans, 5 ans, voire 7 ans après sa prise en charge par la caisse primaire qu'il n'avait pas contestée à l'époque. Oui, beaucoup de choses sont à changer et l'on peut faire effectivement des propositions. Faire au moins un pas vers la réparation intégrale des préjudices des victimes du travail en commençant par égaliser le taux de rente et le taux d'incapacité. Ce serait un pas limité mais important. Améliorer la traçabilité des expositions professionnelles, nous sommes dans une situation de recul sur la question. Créer un tableau permettant la reconnaissance des multi-expositions. Abaisser de 25 à 10% le taux d'incapacité imposé pour la reconnaissance des maladies non inscrites dans un tableau. Donner aux caisses primaires les moyens de remplir leur mission de conseil aux salariés, effectifs, formation, notamment. Je voudrais faire part maintenant de nos inquiétudes, de nos grandes inquiétudes concernant la prévention. La précarisation du monde du travail rend plus nécessaire que jamais l'existence de contre-pouvoirs institutionnels et citoyens. J'ai été pendant près de 20 ans élu au CHSCT sur un site chimique classé Seveso à Romainville. Je considère que la suppression du CHSCT en tant qu'instance autonome comme une véritable catastrophe pour la santé au travail. Vous avez pu entendre lors des auditions des inspecteurs du travail qui se retrouvent dans l'impossibilité d'exercer correctement leur mission du fait du manque d'effectifs. Vous avez pu entendre des médecins du travail qui vous ont parlé du délabrement de leur institution. Fait gravissime, aujourd'hui, certains d'entre eux ont été condamnés par le Conseil de l'ordre pour avoir attesté de l'origine professionnelle de pathologies psychiques invalidantes. C'est absolument insupportable. Toutes ces digues garantes de la sécurité des travailleurs sont aujourd'hui fragilisées et menacent de se rompre. Une telle situation est grosse de nouveaux accidents et de nouvelles maladies évitables. Et là encore, il y a des propositions pour inverser la tendance, telles que notamment élargir le pouvoir d'arrêt de chantier des inspecteurs du travail à d'autres cancérogènes que l'amiante et à d'autres risques professionnels, rendre les dossiers techniques amiante, les DTA, accessibles sur Internet, responsabiliser les donneurs d'ordre, etc. Je voudrais insister sur un point qui, me semble-t-il, n'a pas été suffisamment soulevé lors des auditions, c'est le suivi médical post-professionnel des retraités et des chômeurs. Ce suivi a été créé par un décret de 1993 et un arrêté de 1995. Un quart de siècle plus tard, il reste l'exception alors qu'il devrait être la règle. Je vais vous parler de Patrice, un ancien de CEM Alstom-Le Bourget, que j'ai bien connu. Il avait accompagné une collègue de travail atteinte d'un mésothéliome tout au long de sa fin de vie. Il m'a téléphoné un jour pour m'annoncer « c'est mon tour ». On venait de lui diagnostiquer un cancer bronchopulmonaire. Il n'avait jamais eu de suivi médical par scanner, alors que son établissement était inscrit sur la liste ouvrant droit à la pré-retraite amiante. Quand la tumeur a été découverte, fortuitement, elle faisait déjà 6 cm. Le pneumologue lui a expliqué que, vu sa taille, elle était sans doute apparue plus tôt, sans symptômes, avant celle de sa collègue. Il a été opéré, mais ce diagnostic tardif a pesé lourd dans l'issue fatale de la maladie. Oui, le suivi médical post-professionnel reste l'exception. Dans un département très industrialisé, comme le 93, qui compte 1,5 million d'habitants, il n'y a que quelques dizaines d'examens de suivi médical post-professionnel chaque année. Quelques dizaines. Et pourtant, chaque fois que le suivi médical a été organisé sérieusement,
en lien avec les principaux concernés et leurs associations et leurs organisations syndicales. Il a montré une efficacité réelle, non seulement pour le repérage des maladies, le repérage initial, je dirais, des maladies, mais également pour le repérage des aggravations, voire des secondes pathologies survenant chez la même personne. L'exemple de suivi médical des salariés d'Amisol et d'Evritube en Auvergne, qui dure depuis maintenant près de 20 ans, le montre. Et dans ce domaine, on devrait débattre aussi de propositions. Information du grand public par brochure et spot télé, comme c'est fait pour le cancer du sein ou le cancer du côlon. Organisation locale du suivi, basée sur les consultations de pathologie professionnelle, avec un travail en réseau de tous les acteurs, les médecins du travail, les caisses primaires, les associations, les organisations syndicales, et une révision des protocoles avec des scanners plus rapprochés et des explorations fonctionnelles respiratoires. Je terminerai par un point vraiment qui me semble important et qui est aussi apparu assez peu au moment des auditions, c'est responsabilisation des employeurs et les actions au pénal. Pour notre association, il n'y a pas de prévention sans sanction. Le procès pénal a non seulement une fonction punitive, mais aussi une fonction pédagogique pour la société tout entière. Il doit tracer des limites à ne pas franchir et rappeler à tous que les décideurs économiques et politiques ont une obligation de résultat quand il s'agit de préserver la santé et la vie des salariés. L'Andeva et ses associations locales sont partie prenante d'actions pour la mise en danger d'autrui. Elles peuvent déboucher sur des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis et des amendes avec ou sans sursis. Ces actions sont une incitation forte à la prévention. Malheureusement, l'expérience montre que la sanction financière reste malheureusement limitée, voire symbolique, comme on a pu le voir avec le jugement rendu en première instance pour l'hôpital de Besançon. J'espère qu'il en sera autrement en appel. Au-delà des procédures pour mise en danger d'autrui, l'amiante, c'est d'abord une catastrophe sanitaire nationale avec 100 000 morts annoncés. Les victimes demandent depuis 20 ans que tous les responsables de ces homicides, de ces atteintes à l'intégrité physique, soient jugés. Il ne s'agit pas d'esprit de vengeance, c'est simplement pour que les générations futures ne revivent jamais ce que les victimes ont vécu. Après 2 décennies, nous arrivons maintenant, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, à un moment critique de ce combat. Dans les dossiers Normet et Jussieu, la Chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris a une nouvelle fois annulé les mises en examen des responsabilités nationales, industrielles, décideurs politiques, lobbyistes du comité permanent amiante. Et les juges d'instruction du pôle de santé publique, soutenus par le parquet, ont stoppé toutes leurs investigations depuis plusieurs mois. Tout est arrêté. Le motif invoqué, c'est l'impossibilité de dater avec précision l'intoxication par les fibres d'amiante, c'est le terme qu'ils utilisent, ce qui interdirait, disent-ils, aux juges d'instruction d'attribuer à quiconque, je dis bien à quiconque, c'est leur terme, la responsabilité des dommages. Je vous invite à réfléchir sur la portée d'un tel argument. S'il était retenu par la jurisprudence, il reviendrait à délivrer par avance, y compris pour les gens qui ne sont pas malades aujourd'hui, un véritable permis de tuer aux industriels, non seulement pour l'amiante, mais aussi pour tous les produits à effet différé, cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction. Les enjeux sont absolument considérables. Là encore, des propositions ont été avancées. La révision du code pénal et notamment des dispositions introduites par la loi Fauchon pour juger les responsables directs et indirects des catastrophes sanitaires, avec des peines en rapport avec le niveau de gravité des auteurs des dommages. Une garantie de l'indépendance des parquets, qui se sont tristement illustrés dans cette affaire, et des moyens suffisants pour la justice. Je terminerai par une courte remarque. Beaucoup des personnes que vous avez auditionnées ont évoqué une tension
forte entre des impératifs économiques et des impératifs de santé. Je terminerai en invitant à une réflexion sur la notion de coût en matière de santé publique. Que l'amiante était un matériau bon marché. Mais combien coûte à la société une épidémie de cancer évitable qui s'étend sur plusieurs décennies? Et combien coûtera l'éradication de 20 millions de tonnes de matériaux contenant de l'amiante encore en place, qui ne prendra pas moins d'une génération? C'est le coût d'une catastrophe sanitaire pour la société tout entière qui doit être et rester notre boussole prise en compte, et ce coût est exorbitant. Je vous remercie. Vous souhaitiez aussi faire un exposé, donc je vous laisserai dans la foulée le faire, et puis après on passera aux questions. Merci. Oui, donc du coup, je vais vous présenter rapidement l'association Henri Pézra et puis venir au fond du sujet. Cette association a la particularité de regrouper des associations de victimes, que ce soit sur l'amiante ou un certain nombre d'autres cancérogènes dont je vais parler dans quelques minutes, des malades à titre individuel, des syndicalistes de diverses organisations syndicales, des juristes, avocats ou non, des chercheurs, des médecins du travail, des toxicologues, des pneumologues et des journalistes. Et la particularité, c'est en même temps de travailler sur les aspects, bien évidemment, de réparation en aide aux victimes, dont on vous a déjà, donc je ne reviens pas à expliquer tout le parcours du combattant, mais d'intervenir aussi en termes de conseils, de méthodologie, en termes de prévention des expositions actuelles, qui sera le centre de mon sujet, et d'utiliser l'ensemble des outils, comme premier lieu, les mobilisations collectives des salariés et des victimes, les outils en termes d'alerte vis-à-vis de la presse, et notamment les outils judiciaires. Sur l'amiante, je vais juste dire quelques mots, puisque c'était le sujet évoqué par Alain Bobiot, mais juste un focus sur les expositions actuelles en 2018 ou les quelques années, sur deux aspects. Un aspect dont on parle peu, qui ne concerne pourtant pas que la Corse, mais on regarde encore que des petites entreprises comme le groupe Vinci, par exemple, fait travaux en Corse sans respecter les mesures nécessaires de prévention du risque. C'est un sujet récent. La Cour de cassation vient de confirmer en ce début d'année une décision de la Cour d'appel de Bastia, qui a condamné donc une filiale du groupe Vinci à la mise en danger d'autrui, à une peine, à mon avis, peu dissuasive de 50 000 € d'amende. Mais je crois que c'est une exposition réelle et actuelle. Et puis sur les expositions actuelles, elles sont de deux types. Elles sont bâtimentaires, soit le type de bâtiment, en tout cas tous ceux qu'on construit avant 1997. Et je serais tenté de dire que même sur quelques tours de la Défense de construction récente, on va retrouver par exemple des joints de placo-plâtre amiantés, parce que c'est des joints qui viennent de Russie où l'amiante n'est pas interdit. Alors ça pourrait être l'Inde, ça pourrait être d'autres pays où malheureusement l'amiante continue d'être extraite, et on en retrouve dans un certain nombre de bâtiments. Mais donc bâtiments, tous les bâtiments anciens d'avant 1997 sont concernés par l'amiante, et puis un certain nombre de machines, d'équipements de travail. Et troisième sujet, les salariés qui désamiantent, et on en a déjà parlé, puisque le désamiantage se fait selon une réglementation qui n'est pas assez protectrice, avec les équipements qui ne sont pas les plus protecteurs, et tout ça pour une question de coût. Donc ce qu'il faut bien comprendre, Alain Bobiot, on a dit quelques mots tout à l'heure, c'est que désormais, dans la question de la protection et des expositions actuelles, il y a des motifs financiers qui sont pris, notamment avec un lobbying extrêmement puissant, qui sont pris et qui ne protègent pas la population. Deux exemples sur le désamiantage, puisque là on a un lobbying particulièrement puissant, notamment des bailleurs sociaux, qui ont des craintes qu'on ne peut pas nier, bien évidemment, mais qui fait qu'aujourd'hui un chantier de désamiantage bien organisé, qui protège au mieux les salariés, mais aussi le voisinage, c'est-à-dire les habitants ou les salariés qui travaillent à côté du chantier de désamiantage, coûte cher, et le baisse du niveau de protection qui a été prise par le ministère du Travail et pose un problème de santé au travail, mais aussi de santé publique. Et puis, au niveau de ces impératifs financiers, il y a des travaux aujourd'hui qui ne sont pas réalisés. Petit exercice actuel sur une alerte qui date de début janvier 2018. Je vais vous situer très rapidement, comparaison de trois situations identiques. Vous avez un site de l'administration, la Directe, ministère du Travail pour le dire, à Paris, qui occupe des locaux d'un bailleur privé avec des joints de fenêtres qui sont amiantés et dégradés. L'administration fait une chose rapidement, amiante danger, j'évacue mes agents
et je demande au bailleur de faire des travaux. Vous avez une situation à peu près identique cette année à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor, avec des services de la Directe, un bailleur privé, des joints de fenêtres amiantés dégradés avec des poussières, évacuation des agents de l'administration, relogement partiel, télétravail imposé, c'est pas extraordinaire, mais au moins des mesures de prévention. Et puis vous avez un autre site, j'en parle parce que je travaille dans ce site-là, un peu plus gros, une site administrative, propriété de l'État, vous allez voir, ça fait quand même toute la différence, 1200 agents, joints de fenêtres amiantés et dégradés, et l'administration le savait, et c'est bien caché de le dire aux représentants du personnel. Le problème, c'est que dans cette cité administrative, le bailleur, c'est donc l'État qui est propriétaire, donc les travaux à sa charge, 1880 fenêtres sur ce bâtiment. Et donc du coup, comme on a un discours de la préfecture qui ne peut pas dire, parce que c'est peu entendable pour les salariés, pour la presse, qu'il y a un risque, mais qu'on a le budget de faire, on a un positionnement de la préfecture de Seine-Maritime qui est de dire on a bien des joints qui sont amiantés, ils sont bien dégradés, ils se transforment, ils s'effritent, mais il n'y a pas de risque. Et donc on est avec ces contraintes budgétaires, on revient à une situation du déni du risque amiante, qui est pourtant, je veux dire, à la limite, le seul cancérogène qui laisse des traces de manière importante. Et donc là, première proposition, il faut mettre en place un fonds de financement du désamiantage, mais qui soit non pas à la charge de l'État et des collectivités, mais à la charge des industriels qui sont enrichis pendant des années et qui continuent à s'enrichir, en particulier au Brésil, en Inde, en Russie et en Chine, autour de l'amiante. Et puis, pour parler des expositions actuelles sur d'autres cancérogènes, quelques situations qu'on suit au quotidien à l'association. Premièrement, le site Adiceo à Coventry, un site qui fabrique de la vitamine A avec une molécule de synthèse, du chloracéral C5. L'histoire commence au début des années 80. Donc cette nouvelle molécule est mise en place. Le CHSCT, il existait, demande une étude de toxicité à la direction. C'est refusé. Je fais un grand pas, 84-2018. Où c'est qu'on en est aujourd'hui? Au sein de l'entreprise, 43 cancers du rein, dont 7 pour les salariés d'entreprises extérieures. 20 lymphomes, plus des leucémies. 36 cancers de la prostate. 55 maladies professionnelles liées à l'amiante. On a de très nombreuses décisions pour faute inexcusable qui confirment, et définitives, ces décisions qui confirment la responsabilité de l'employeur. Pourtant, la situation d'exposition à cette molécule particulière, le C5, continue encore aujourd'hui en 2018. Il y a un refus de substituer cette molécule, alors qu'on sait de manière industrielle produire de la vitamine A sans passer par cette molécule C5, d'autres industriels le font, et alors que l'obligation réglementaire, dans le Code du travail, le décret CMR de 2001, oblige à la substitution lorsque c'est techniquement possible. Concernant la plainte pénale déposée par les victimes, les associations, les organisations syndicales, classée sans suite malgré une dizaine de morts. Tout à côté, à Montluçon, une entreprise extrêmement moderne, environnement cycling, inaugurée en 2001 et qui a bénéficié de beaucoup de subventions publiques, qui occupe environ 180 salariés, dont une très grande partie dans le cadre des opérations de réinsertion, avec le soutien et les aides de l'État, un grand nombre de salariés handicapés, pareil, dans une logique de subvention. Recyclage de télévision, notamment avec lampades, systèmes informatiques, d'électroménager, et à la mise en place de cette entreprise, les investisseurs oublient de mettre en place les systèmes de base prévus dans le Code du travail, mettre en place un système clos pour éviter les poussières, quand il y a des poussières, l'aspiration à la source. Malgré l'absence de représentation syndicale, dans un premier temps, des analyses de poussières ont réussi à être faites, poussières ramenées par les salariés, 28 métaux lourds, je laisse la liste, mais j'en cite quand même quelques-uns qui sont des cancérogènes ou des toxiques, plomb, silicium, barium, antimoine, avec un risque d'effet cocktail qu'on peut qualifier malheureusement de mortel. Qu'est-ce qu'on constate? Une carence de l'administration, en sens large, à prendre les mesures pour faire cesser ces expositions mortelles, alors que les infractions sont facilement caractérisables du point de vue du Code du travail. La plainte pénale, notamment de la CGT, avec le soutien de notre association, est classée sans suite. Ça ne veut pas dire pour autant que la justice pénale est inactif, puisque pour le coup, l'employeur
porte plainte contre l'Union départementale de l'Allier et son secrétaire général Laurent Intrusiac, qui est renvoyé en correctionnel pour diffamation. Donc, ce qui nous interroge une nouvelle fois sur la place et le rôle de la justice dans ces affaires. Un peu plus à l'ouest, en Bretagne, Triskalia, plus grosse coopérative agricole de Bretagne, prend la décision en 2009, pour économiser de l'énergie, d'arrêter la ventilation dans ses silos de stockage de céréales. Le problème, c'est que quand on arrête de ventiler, les céréales pourrissent. Alors, quoi de plus simple que de demander à ses salariés d'asperger des céréales avec un pesticide qui était déjà interdit en 2009, c'est le Nuvant Total, et dont elle demande à ses salariés d'en mettre une quantité d'ailleurs bien plus supérieure à ce que prescrivait le fabricant. Double scandale sanitaire, puisque les aliments ont été écoulés, scandale pour la santé des travailleurs, puisque plusieurs d'entre eux ont vu là le parcours du combattant pour refaire reconnaître leur maladie professionnelle de ce qu'on appelle l'hypersensibilité aux produits chimiques. Mais double peine pour ces salariés exposés qui ont pourtant obéi le doigt sur la couture de pantalon à leur employeur, puisqu'ils sont, un, malades, et deux, aujourd'hui licenciés pour inaptitude à tout poste au sein de cette immense coopérative. Là encore, une plainte pénale est déposée avec le soutien de plusieurs organisations syndicales et de notre association, classée sans suite. Un mot supplémentaire pour parler de pesticides, c'est un dossier que vous connaissez bien évidemment. Dire un petit mot de Paul François, puisqu'il est adhérent de notre association, intoxiqué par le Lasso de chez Monsanto. Mais juste pour dire que là aussi une vigilance. Le reproche qu'ont fait les juridictions, que ce soit la Cour d'appel, voire la Cour de cassation, même dans un jugement défavorable, concerne le défaut d'information de Monsanto sur les produits et les risques. Mais il ne faut pas croire que le problème ne concerne que Monsanto, que les pesticides et que le secteur agricole. Le défaut d'information, il concerne, même si on a des fiches de données de sécurité pour beaucoup de produits, il n'y a pas d'études de toxicité et on a des informations qui sont incomplètes pour beaucoup de produits chimiques. Passons de la Bretagne, remontons sur la Normandie. Une entreprise, encore une petite, le groupe Bolloré, qui oublie, soi-disant, de réaliser un diagnostic sur le plomb lors de la déconstruction d'une raffinerie Petroplus dans la banlieue de Rouen, et donc qui expose aussi massivement les salariés de la sous-traitance venus découper donc des tuyauteries au sein de cette raffinerie. Parlons aussi d'un certain nombre d'autres facteurs que ces cancérogènes, notamment les rayonnements. Un petit mot quand même sur la bagarre menée par nos camarades de France Télécom en Auvergne, où tout part là de ce qui devrait être ce qu'il faut essayer de faire vivre, c'est-à-dire des interrogations au sein d'une réunion de CHSCT sur une impression, en tout cas une première impression, nombre important de cancers sur un site de Riom-Metz-Montagne, qui n'est pas un gros site pour France Télécom, dans le Cantal. Et lorsque le CHSCT investigue, vraiment utilise son droit d'enquête, conseillé par tous ceux qui peuvent lui porter du soutien, le CHSCT s'aperçoit qu'il y a des parafoudres radioactifs. Les parafoudres, oui, tout le monde à France Télécom, parmi les monteurs de poteaux, savait qu'il y avait des parafoudres. Mais de savoir qu'ils étaient radioactifs, France Télécom avait oublié d'informer ses salariés, mais aussi les médecins du travail de l'entreprise. Et cette enquête, dont il faut souligner la pertinence, qui est toujours en cours 12 ans après, montre la présence de parafoudres radioactifs encore sur les installations de France Télécom, mais aussi des stockages dans des cartons, tels qu'on stockerait des archives au détour d'une pièce de travail. Cette enquête, effectivement, elle montre les expositions, et on a aussi malheureusement encore des victimes qui ont des cancers professionnels. Mais cette enquête, mais aussi parce qu'elle continue en avant le fait que France Télécom était obligée de traiter ce problème des parafoudres actifs. Et comment ils l'ont traité très majoritairement par le recours à la sous-traitance sur l'ensemble du territoire avec des sociétés, et dont France Télécom ne s'est pas assuré que les sociétés avaient ni les compétences, ni les autorisations de l'IACN notamment, pour la dépose et le stockage de ces parafoudres radioactifs. Et puis au-delà de ça, les constats qui sont faits et les liens justement à travers l'association avec d'autres équipes syndicales montrent qu'on a ce même type de parafoudre radioactif, je ne sais pas l'ampleur du phénomène, mais en tout cas minimum sur un certain nombre d'installations d'EDF
et de la SNCF. Donc ça touche l'ensemble du territoire, y compris un rail de chemin de fer. Voilà, c'est des choses très accessibles et les poteaux d'EDF que vous voyez un peu partout, sans qu'il y ait encore que le système d'alerte publique fasse que les principaux intervenants, notamment de l'État ou des préfectures, puissent intervenir sur cette question. Et donc on en profite d'aujourd'hui pour faire une alerte sur ce sujet-là. Puisqu'on parle de radioactivité, quelques mots aussi sur la branche de notre association à Brest, autour des irradiés, notamment du nucléaire militaire, qui ont obtenu là aussi une vingtaine de jugements définitifs. Je suis désolé, je vous interromps un petit peu, mais je voudrais quand même qu'on recentre les choses. En accord avec le rapporteur, nous avions décidé que l'amiante ne ferait pas partie de la commission d'enquête. Bon, nous avons donc accepté que vous soyez présent. Et je vous rappelle que la commission d'enquête, c'est les risques dans l'industrie. Donc on est un tout petit peu en train de déborder. C'est pour ça que je pense que l'industrie militaire, qu'elle soit publique ou privée, c'est l'industrie. Non, mais là, vous parliez d'EDF, voilà. L'EDF, c'est l'industrie. Je ne sais pas comment vous classez l'EDF. Non, mais il y avait du service, du télécom, voilà. Je voudrais quand même qu'on recentre un petit peu sur l'industrie. Je vous remercie. Je recentre sur l'industrie, ne vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. Et donc sur l'industrie, voilà, puisqu'on arrive au nucléaire civil, donc bien, attention, une industrie, je sais pas. Vous savez toutes les études sur le fait que 90% de la dose sont pour les salariés de la sous-traitance, et que là aussi les valeurs d'exposition font qu'on a une gestion de la dose où les salariés passent de site en site une fois qu'ils ont atteint cette dose. Voilà, c'était juste quelques exemples pour illustrer les expositions actuelles et nos craintes, en deux mots, sur le fait que ces expositions, on vous en parle aujourd'hui, et on vous en parle parce que des militants syndicaux, parce que des CHSCT ont pu mener en enquête et mettre en visibilité ces expositions. Et donc, inquiétude, bien évidemment, sur cette disparition des CHSCT, s'il faut bien évidemment y revenir, mais sur aussi la baisse des moyens de l'inspection du travail et de la CARSAT. Focus aussi sur un certain nombre de dossiers sur recours à la sous-traitance. Ce recours à la sous-traitance est aussi la manière de diluer le risque et notamment les responsabilités, notamment sur 3 branches particulières: maintenance des installations dans l'industrie, nettoyage dans l'industrie et gestion des déchets. Et je pense que vous avez pu le voir au sein de la raffinerie Total, notamment à Gaufreville-Lorcher. Et donc on a cette extension de l'externalisation des risques professionnels et qui nous semble nécessiter une mesure forte d'interdiction de sous-traitance, notamment de ces métiers à risque. Alors juste arriver à la conclusion, pour laisser de la place au débat, est-ce que Adiceo, France Télécom, EDF, Environnement, Recycling, Bolloré, Vinci ou Triskalia sont des exceptions? Non, malheureusement non. Ce sont des mauvais élèves, bien évidemment, mais les constats qu'on peut faire dans l'association, c'est qu'une grande partie des industriels exposent les salariés à des maladies professionnelles, dont les cancérogènes. Et que si on cherche les malades, on va les trouver. On a discuté du nombre de cancers et du nombre de cancers qui peuvent être d'origine professionnelle. Si on cherche les malades, on va les trouver. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'il y a peu de moyens qui sont mis, quelles que soient les organisations, pour aller chercher ces malades et faire le lien entre maladie et exposition professionnelle. Aujourd'hui, pour les industriels, c'est plutôt assez rentable d'exposer ces salariés. Parce que la prévention, on vous l'a dit sur un certain nombre de sujets, ça coûte cher effectivement d'investir dans la prévention collective, ça coûte cher de substituer le cancérogène. Si on regarde le schéma classique des critères de gestion d'une entreprise, c'est-à-dire quel est le coût, quels sont les bénéfices, quels sont les risques. Et aujourd'hui, le risque, on le voit, peu de salariés déclarent, par méconnaissance, par le parcours du combattant, etc. Et en termes de risque au niveau pénal, il est quasiment nul. Et donc on a un petit peu une situation avec des salariés qui sont exposés, dont une partie meurt, de crimes parfaits, puisque du coup c'est le crime où il n'y a jamais de responsable pour ces milliers de morts des maladies professionnelles, notamment sur les cancérogènes. Je ne suis pas très fan de Georges Clemenceau, mais il faut quand même citer, je pose la question de savoir est-ce qu'on a beaucoup évolué depuis le début du siècle. Il disait au début des années 1900, si vous prenez du plomb, vous fabriquez une balle, vous tirez sur quelqu'un, vous finissez en prison. Si ce plomb, effectivement, vous le faites fondre et vous faites respirer, vous le faites manger petit peu par petit peu aux ouvriers, vous risquez rien, il n'y a aucun risque que vous soyez poursuivi. C'était au début du XIXe siècle, un siècle plus tard,
on est un petit peu près dans la même situation. Donc, les préconisations, on pourra formaliser ça par un écrit, bien évidemment, renforcer la réglementation, et notamment le Code du travail, en interdisant l'exposition lorsque c'est techniquement possible, supprimer les valeurs limites d'exposition qui sont prises comme un moyen de gestion du risque et non de la supprimer, renforcer les moyens des représentants du personnel, maintien des CHSCT, faire que le droit de retrait qui existe pour les salariés en cas de danger imminent, qui existe depuis 1982, ait une réelle effectivité, c'est-à-dire que le salarié puisse bénéficier d'une protection contre le licenciement, de la même manière que l'ont les représentants du personnel, qui nécessite une autorisation d'inspection du travail. Et puis, bien sûr, sur la partie pénale, tolérance zéro pour les employeurs délinquants en matière de santé au travail, ce qui veut dire des directives du ministère de la Justice vis-à-vis des parquets, des directives de fermeté, comme on en a en termes de circulation routière, et puis la création d'une infraction dans le code pénal concernant les crimes industriels qui permettrait enfin d'aboutir sur les procès pénaux qui nous manquent et sur l'ensemble des situations de travail, notamment qui exposent à des cancérogènes. Bon, je vais intervenir très rapidement puisque beaucoup de choses ont été dites et ce n'est pas la peine que je répète puisque je suis complètement d'accord avec tout ce qui a été dit. Alors moi je suis Pierre Pézra, je suis le fils d'Henri Pézra qui était donc un scientifique qui s'est illustré et s'est raconté dans le film qui s'appelle Les Sentinelles que j'ai réalisé, particulièrement pour l'interdiction de l'amiante. Et donc, je suis venu à la demande d'Anité Beaumony, qui est présidente de l'association, et j'ai fait appel à Gérald pour parler au fond des sujets sur ce qu'il a raconté. Simplement, la petite remarque que je voulais faire, c'était, je ne veux pas parler du fond des dossiers, mais ce film a fait l'objet d'à peu près 150 projections débat. Et puis, à travers le tournage que j'ai pu faire et les gens que j'ai rencontrés, il y a quand même un certain nombre de réflexions que je me suis faites, que je peux vous livrer. Vous en faites évidemment ce que vous voulez, mais c'est plus le regard de quelqu'un d'extérieur. Moi, je ne suis pas un militant, je ne suis pas là-dedans. J'ai un regard plus d'observateur, même si je suis le fils de mon père. Mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de choses que je veux vous dire. Ça va aller très vite. Premièrement, les maladies professionnelles, elles doivent être éclairées, pour moi, d'une façon très particulière. C'est que dans la maladie professionnelle, il y a la maladie, mais il y a aussi la profession. Et qui dit profession, dit emploi, dit gagne-pain. Et pour ceux qui sont atteints d'une maladie professionnelle, il y a deux craintes. Il y a d'abord la première crainte, c'est leur santé. Et la deuxième crainte, c'est de perdre leur gagne-pain, si vous voulez. Derrière le fait de déclarer une maladie professionnelle, il y a souvent la crainte, je pense qu'on peut appeler ça du chantage à l'emploi, qui peut être une réalité, mais il y a aussi une crainte auto-fabriquée par les ouvriers. Mon père nous racontait souvent comment, quand il arrivait dans une mine d'or pour dire aux ouvriers, aux syndicalistes, attention, ce que vous faites est dangereux, il faut fermer cette mine, parce que vous êtes en train de vous empoisonner, et bien combien les ouvriers lui disaient, mais taisez-vous, monsieur Pézra, vous allez faire fermer la mine. Et cette dimension-là, de peur, de perdre son emploi, elle est énorme. Elle est énorme parce que finalement, on dit souvent, il y a un slogan qui dit ne plus perdre sa vie à la gagner. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens, leur gagne-pain, c'est aussi faire vivre leur famille. Et ils sont dans cette équation terrible. Soit je vais faire les recherches, soit je vais aller jusqu'au bout pour voir si je suis vraiment malade, par exemple faire un scanner pour voir si j'ai des plaques pleurales à cause de l'amiante, soit je ne dis rien. Et ce qu'on a observé, par exemple, Jean-Marie Birbès, qui est un ouvrier qui est dans le film, qui travaillait chez Eternit à Gaillac, m'a raconté que, je parle un tout petit peu de l'amiante, je suis désolé, mais je pense qu'il faut aussi éclairer avec l'histoire ancienne ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, il disait qu'à partir du moment... Les ouvriers, avant l'interdiction de l'amiante, ne voulaient pas faire les examens. Et ce n'est qu'après l'interdiction de l'amiante qu'ils sont allés chez les radiologues faire des scanners, etc. Et ce n'est qu'après l'interdiction de l'amiante que le nombre de plaques pleurales a correspondu enfin à une réalité. Avant, il ne correspondait pas. Ces maladies sont invisibles. Ces maladies sont souvent invisibles parce que non déclarées. Et puis parce que les gens ont peur de les déclarer. Alain a tout à l'heure cité un exemple, et c'était typique. Bon. Donc ça veut dire que pour moi, et puis pour tous les gens que j'ai rencontrés, il faut aborder donc ces maladies professionnelles avec,
peut-être un angle différent. Il faut que ce soit la lutte contre ces maladies doit être à la même hauteur que celle contre les autres maladies. Et qu'est-ce qu'il y a comme moyen de lutte? Eh bien, il n'y en a pas 36. Il y a d'une part, il y a la législation, la réglementation dans les entreprises, et il y a aussi le pouvoir de contrôle de cette législation. Et je m'excuse, tout le monde en a parlé, mes collègues en ont parlé, mais la suppression des CHSCT est vraiment quelque chose de terrible. Si on veut continuer à dire qu'on lutte contre les maladies professionnelles, on ne peut pas supprimer les prérogatives des CHSCT, et on ne peut pas non plus continuer à limiter les effectifs des inspecteurs et des médecins du travail. Bon, voilà, il y a un autre point que je vais aborder, puis après je ne parlerai pas de la justice, puisque Alain et Gérald en ont parlé, mais c'est le problème des médecins. Alors, je crois qu'il y a des médecins dans la salle, mais moi, ce n'est pas une critique sur les médecins. Mais que disent les victimes, finalement, sur les médecins qu'elles rencontrent? On parle tous ici de parcours du combattant pour les victimes. Eh bien, ils disent que soit ils sont aveugles, soit ils sont complices, soit ils ont un réflexe pavlovien d'aller chercher des maladies psychologiques, soit ils ont un manque de culture sur la toxicologie qui est avéré. Donc je pense que, je ne sais pas, la commission fera les conclusions qu'elle entend, mais moi je pense que sur le chapitre des médecins, il y a quand même quelque chose à faire. Du point de vue peut-être des études médicales, qu'il y ait la toxicologie soit au cœur de ces études médicales, et aussi que sur, je sais qu'il y a un certain nombre de médecins, par exemple sur les pesticides, qui demandent quand quelqu'un a la maladie de Parkinson, s'il a été en contact avec les pesticides. Et bien, ce genre de culture doit se diffuser absolument partout. Donc il doit y avoir des campagnes, vous l'avez dit aussi, qui doivent être faites, et du point de vue médical, et peut-être aussi une autocritique de la part des médecins, parce qu'il y a quand même un vrai déni là-dessus. Et finalement, qui devient expert médical? Ce sont les assauts de victimes, ce sont les malades eux-mêmes qui deviennent des experts médicaux et qui fournissent des arguments aux avocats quand il y avait des affaires de justice. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Simplement, l'association Ripesra, et bon, Gérald l'a dit, si vous voulez, c'est pas une association qui est super active dans le sens où elle fait des communiqués de presse tous les jours, pas du tout. Non, ils sont sur le terrain, parce que la réalité du terrain est une réalité qui est très très importante. Les experts qui étudient les conditions de travail doivent étudier non pas les conditions de travail sur des tableaux Excel, mais sur le terrain, là où ça se passe. Et c'est pour ça que l'association Ripesra travaille sur des points précis, ceux qu'a rappelé Gérald. Elle ne peut pas exercer partout, mais elle essaye en tout cas de se raccrocher à des réalités de terrain avec des points particulièrement scandaleux et exemplaires comme les a cités Gérald. Et elle fait appel pour ça à différentes compétences que sont, vous l'avez dit, des ouvriers, des médecins, des avocats, des journalistes, des scientifiques. Et c'est cette conjonction finalement de capacités, de compétences différentes qui fait qui est aussi décrite dans le film. J'ai des dossiers de presse si ça vous intéresse. Bon voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Je remercie simplement, non, vous n'aviez pas à vous excuser de parler d'amiante, mais en tant que président, je rappelais les termes de cette commission d'enquête qui, dès le départ, avait été de ne pas traiter de l'amiante dans cette commission. Donc, nous avons souhaité, en accord avec monsieur le rapporteur, puisqu'il le souhaitait, vous auditionner, donc j'ai donné mon accord, mais c'est vrai que, du coup, on a déroulé beaucoup sur l'amiante, ce qui est logique aussi, puisque c'est un vrai sujet de maladie professionnelle. Pour le coup, assez typique parce qu'effectivement, il y a vraiment un lien de cause à effet évident. Donc voilà, donc c'était simplement pour rappeler les termes du règlement et le fait que nous devons, dans cette institution, à l'Assemblée nationale, nous prévenir de ne pas communiquer sur des actions judiciaires en cours et donc de ne pas porter un jugement sur une instruction ou un jugement. Voilà, c'était pour rappeler, en fait, si vous voulez, nous en tant que députés. Voilà les contours. Je laisse la parole à notre rapporteur, M. Daréville. Oui, merci Monsieur le Président. En effet, la commission d'enquête ne peut pas investiguer là où la justice a commencé des investigations. Voilà, c'est ça le cadre légal dans lequel nous sommes. Et nous avons souhaité vous entendre. On avait fait appel à un certain nombre d'associations de victimes parce qu'il nous semblait qu'elles avaient toute leur place
pour donner leurs sentiments, naturellement, dans cette commission d'enquête dont l'objet est assez large. Hein. Il s'agit donc de l'ensemble des maladies professionnelles et des pathologies professionnelles dans l'industrie. Et donc ça nous intéresse aussi de tirer les leçons des expériences tragiques dont vous nous avez fait part, diverses, variées. Et bon, évidemment, comment ne pas entendre aussi la vie des victimes de l'amiante, encore une fois avec les précautions que nous venons d'indiquer. Donc voilà, je crois que vos récits ont été éclairants de ce point de vue, avec des propositions que nous avons notées, sur lesquelles nous allons réfléchir. Concernant le suivi médical post-professionnel dont vous avez parlé, vous avez pointé peut-être le fait qu'il n'a pas été assez soulevé dans nos travaux, dans les auditions que nous avons eu à faire. Comment est-ce que vous voyez les mesures concrètes à prendre pour que ce suivi médical soit effectif et qu'il ne se limite pas à quelques dizaines de cas, je crois, avez-vous dit, par exemple, sur un département comme la Seine-Saint-Denis. D'après vous, quelles sont les dispositions plus précisément à prendre pour cela? Est-ce que vous avez des idées sur le sujet? Ensuite, peut-être deuxième question, concernant le FIVA de manière générale. Est-ce que, d'après vous, ce système doit être transposé à d'autres situations? Est-ce que c'est un système qui doit l'être? Est-ce qu'il est convenable pour traiter les questions qui nous occupent ou pas? Voilà. Alors, le suivi médical post-professionnel ne concerne pas que l'amiante. Il concerne l'ensemble des cancérogènes. Bon, je pense que Gérald Laurent en parlera certainement, mais par contre, ce qui est vrai, c'est que dans l'infiniment petit du nombre d'examens effectivement réalisés, l'amiante se taille la part du lion. C'est-à-dire c'est plus de 90% des examens de suivi post-professionnel, c'est l'amiante, et tous les autres polluants se partagent les moins de 10% qui restent. C'est une situation où il y a des difficultés objectives, mais où il y a surtout une absence de volonté politique. Les difficultés objectives, c'est le fait d'aller au contact du monde médical dans une situation où on n'est pas malade. Donc ça n'est pas, c'est quelque chose qui se construit par des explications, ça n'est pas une démarche spontanée. Et effectivement, c'est une démarche plus difficile à construire parce que les salariés en activité sont groupés sur un même lieu de travail. Ils appartiennent à une collectivité, ils ont des outils qui sont les organisations syndicales, ils ont le médecin du travail. Lorsqu'on est engagé dans un suivi médical professionnel, on est seul. A priori, on peut avoir déménagé à l'autre bout de la France, etc. Ça, c'est des difficultés objectives qui sont surmontables par l'explication, par tout le travail fait en amont sur le lieu de travail pour préparer les retraités à cette échéance. Mais après, quand je dis qu'il y a un problème de volonté politique, pourquoi informer assez bien, je pense, les personnes concernées du risque de cancer du sein ou de cancer du côlon, avec des moyens, avec des brochures, avec des séquences filmées, pourquoi ne pas le faire pour le travail, alors que ça concerne des millions de personnes? Là, il y a un problème de moyens et de volonté. Et je dirais, il y a eu quelque chose qui s'est fait qui allait un petit peu dans ce sens-là à l'initiative de la CNAM. Ça a été le fait de s'adresser à tous les bénéficiaires de la cessation anticipée d'activité pour leur proposer un suivi médical. Malheureusement, ça a été fait dans des formes telles que ça a suscité la défiance des personnes concernées et plutôt que leur adhésion dans un certain nombre de cas. Donc, quelle conclusion faut-il en tirer de ça? C'est que
et là je rejoins ce qui a été dit, les choses se construisent à partir du terrain. Sur le terrain, il y a des médecins, il y a des caisses primaires, il y a des consultations de pathologie professionnelle, il y a des associations et il y a des organisations syndicales. Si vous mettez tous ces gens-là autour d'une table avec un projet commun qui est de réaliser un suivi médical, vous pourrez soulever des montagnes parce que ça fait une convergence, ça fait une synergie et puis ça fait un travail inscrit dans la durée. Mais malheureusement, des initiatives de ce type, on en a quelques-unes au plan national, souvent menacées d'ailleurs de remise en cause, et on n'en a pas plus que ça. Hein. Bon, si vous voulez peut-être compléter avant qu'on passe à la seconde question. Oui, donc, juste pour compléter sur le suivi post-professionnel, a été évoquée une des dernières dispositions de votre commission des ordonnances Macron sur l'examen médical de fin de carrière, hein, qui est pour le coup une nouveauté, et dont je crois l'ensemble des praticiens que vous avez interrogés vous ont répondu que c'était compliqué pour un médecin du travail qui va recevoir un salarié qui a 42, 43 ans de carrière dans de multiples entreprises, de plusieurs statuts, qui ne sait d'ailleurs en général pas lui-même, hormis quelques cancérogènes, à quoi il a été exposé, de reconstituer lors d'un dernier entretien après 40 ans. Hein, donc on a des craintes extrêmement compliquées sur cet examen médical de fin de carrière, surtout que les dossiers ne suivent pas d'un service de santé au travail à l'autre quand les salariés bénéficient du suivi médical. Et donc là, la clé d'entrée, oui, elle est de remettre en place les fiches et attestations d'exposition qui ont été supprimées par le gouvernement de M. Hollande. Et je le dis d'autant plus que cette obligation de traçabilité, elle résulte de la directive européenne de 89. Donc un jour ou l'autre, je ne sais pas de quelle manière, mais me semble-t-il que le gouvernement va devoir légiférer pour revenir à la situation précédente, parce que sinon il y aura une transcription incomplète de la directive européenne sur la question de la traçabilité. Hein. Et donc ça me paraît important. Et donc ensuite, la question, c'est comment je fais le lien entre la traçabilité dans l'entreprise, l'information du salarié sur le suivi post-professionnel, et puis, Alain l'a dit, la question de quelle volonté politique de la CNAM au niveau national et des CPAM au niveau local de mettre en œuvre ce suivi post-professionnel. Et là, il y a le grand écart. On vous a parlé, par exemple, plusieurs fois dans cette commission de l'obligation des entreprises de déclarer les procédés de travail soumis qui peuvent donner lieu à maladie professionnelle. C'est une obligation du Code de la Sécu. Quand vous avez interrogé la CNAM-TS, ils ne vous ont pas parlé de ça. Et la CNAM ou les CARSAT n'écrivent jamais aux entreprises pour leur rappeler cette obligation. A priori, ça ne les intéresse pas. Hein. On a la même chose, et là je trouve que le parallèle est intéressant entre le cancer du sein. On nous rapporte que dans certaines CPAM, on a des agents qui passent leur temps au téléphone pour rappeler à des bénéficiaires du suivi du cancer du sein, madame, vous n'avez pas utilisé votre droit à suivi, etc. Donc on peut assez facilement mettre en place ce suivi post-pro, mais il faut qu'on ait une volonté politique en repartant des expositions. Sur la deuxième question, et puis du coup peut-être Alain complétera, non, volontaire d'une extension du FIVA, non, je veux dire aujourd'hui, le régime tel qu'il existe, hein, bien évidemment c'est la responsabilité de l'employeur, il faut d'abord étendre de nouveaux tableaux de maladies professionnelles, on en a parlé sur les pathologies psychiques, on en a parlé sur les polyexpositions, il faut rappeler aux salariés son droit à entamer la démarche en faute inexcusable, mais il faut aussi accompagner le salarié. Hein, y compris en termes de documentation dans des procédures qui soient extrêmement longues. Et on ne voit pas pourquoi il y aurait un pot commun à partir du moment où chaque employeur est très facilement identifiable avec les situations d'exposition. Donc s'il y a un principe qui est le pollueur-payeur, il faut qu'il s'applique complètement sur l'ensemble du système de maladies professionnelles. Et aujourd'hui, il faut déjà dire que d'une certaine manière, comme on a une sous-déclaration ou une non-déclaration massive de maladies professionnelles, aujourd'hui c'est déjà le pot commun qui paie à travers les cotisations des salariés à la sécurité sociale, alors qu'on est sur des dépenses qui sont imputables très majoritairement aux employeurs. Sur la question du FIVA, avant de passer à la question du FIVA, juste une remarque, un petit retour en arrière sur le suivi médical post-professionnel. Dans cette expression, le mot le plus important, c'est « suivi ».
parce que suivi, ça implique une action opiniâtre inscrite dans la durée. Et une des choses les plus frappantes, c'est que autant les personnes qui sont identifiées comme à risque de certains cancers, notamment le cancer du sein, ne sont pas perdues dans la nature, elles sont identifiées, elles sont reconvoquées, etc., relancées, je dirais. Autant la réglementation ne prévoit aucune relance et aucun système d'organisation des relances pour les personnes qui bénéficient, qui ont passé un premier examen de suivi médical. On sait très bien que les retraités n'ont pas un carnet, un agenda à 5 ans. Et on sait très bien qu'ils ne prendront pas l'initiative 5 ans après de redemander un deuxième examen si c'est dans l'autre sens que les choses doivent se passer. Sur la question du FIVA, je distinguerai deux choses, les principes d'indemnisation et la forme concrète que prend le fonds d'indemnisation. Dans les principes d'indemnisation du FIVA, il y a des choses très avancées qui relèvent du droit commun, c'est-à-dire le principe de la réparation intégrale de tous les préjudices. Et il y a une définition beaucoup plus extensive des ayants droit en cas de décès. Pour la sécurité sociale, c'est limité aux enfants de moins de 20 ans, aux conjoints, concubins ou pacsés, aux parents quand ils sont à charge. Le FIVA, lui, indemnise en cas de décès la fratrie, indemnise les petits-enfants, indemnise les parents, quel que soit leur état de santé, et les enfants sans limite d'âge. Donc la conception est plus large. Et il indemnise également les victimes professionnelles et environnementales, qui sont en fait des victimes souvent paraprofessionnelles, des victimes par ricochet d'une activité industrielle. Donc tous ces principes-là d'indemnisation, je dirais, il me semble qu'ils devraient féconder le système de réparation générale des maladies professionnelles. C'est ça qui serait l'idéal. La solution de créer un fonds pour répondre à un problème, elle peut être ponctuellement juste. Moi, je n'ai pas d'avis sur la question des pesticides, je ne connais pas assez le sujet. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne résoudra pas pour l'ensemble des polluants un par un en créant à chaque fois un fonds. Donc, c'est l'ensemble du système de réparation qui doit évoluer. Il faut quand même souligner que c'est une situation qui est beaucoup plus avancée que celle d'autres pays européens. C'est même la seule. Si vous regardez le fonds qui existe en Italie ou le fonds qui existe en Belgique, nous avons été auditionnés par les parlementaires belges sur cette question-là du fonds d'indemnisation. Aujourd'hui, le fonds d'indemnisation belge ne prend pas en charge ni les plaques pleurales ni les cancers bronchopulmonaires. Donc on est sur une autre planète. Alors, autre chose est la question de la mutualisation. L'indemnisation par le FIVA incombe à la branche, AT-MP. C'est elle qui la prend en charge principalement, un peu l'État à certaines années, mais enfin c'est principalement la branche AT-MP. La branche AT-MP, c'est tellement vaste que c'est la collectivité des employeurs, y compris ceux qui n'ont jamais vu une fibre d'amiante de leur vie. Donc, pour l'employeur fautif, s'il n'y a pas d'action récursoire pour le faire payer lui, eh bien, c'est un processus d'indemnisation qui est relativement indolore. Donc, la question pollueur-payeur, dans les rapports salariés-entrepreneurs, elle est vraiment très importante. Je vous remercie. On va passer la parole à M. Reyes, qui a une question. Oui, merci, Président. Donc on a beaucoup parlé de l'amiante. S'il y a une chose que je peux partager, c'est effectivement qu'il y a beaucoup de personnes qui ne déclarent pas. Et donc, c'est pas seulement vrai pour l'amiante, c'est vrai pour d'autres maladies professionnelles. Et ça, c'est réellement un gros sujet que nous avons là. Donc même avec ce suivi médical post-professionnel qui est amélioré, il y aura sans doute encore des problèmes à ce niveau-là. Moi, la question que je voudrais vous poser, donc vous l'avez évoqué plusieurs fois, c'est les tableaux. Vous
vous avez parlé d'améliorer les tableaux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus? Comment on voit les choses? Parce qu'effectivement, si on n'arrive pas à se mettre directement dans une case qui est prévue, on a de grandes difficultés. Or, aujourd'hui, on a bien vu qu'il y avait des choses qui peuvent s'accumuler et avoir un problème là-dessus. Et puis ensuite, la deuxième question, avec votre expérience au niveau de la médecine du travail, comment vous voyez améliorer les choses? Parce que même moi, en tant que député, au niveau de la médecine du travail, j'ai remarqué qu'il y avait des réels problèmes par rapport à une visite médicale ordinaire, j'imagine, de ce que ça peut donner après, lorsque on est dans le cadre, il y a une suspicion de maladie professionnelle. Oui, donc sur les deux sujets, d'abord sur la question des tableaux, parce qu'il y a d'un côté donc bien les tableaux et de l'autre côté le système complémentaire. Donc il y a un exemple qui est assez intéressant, là c'est la modification du tableau 57, donc notamment les membres supérieurs, notamment les épaules, où donc les conditions administratives se sont durcies. Qu'est-ce qu'on peut constater? C'est que du coup, plutôt que de rentrer dans le système des tableaux, toutes les conditions ne sont pas remplies, et qu'on est en train, me semble-t-il, en tout cas je vois ça sur la Normandie, hein, je ne dis pas que j'ai une vision nationale des choses, mais en tout cas sur la Normandie, les salariés qui ne rentrent plus dans les cases sur le tableau 57, eh ben, ils passent par le système complémentaire, et donc ça vient boucher encore plus donc le C2RNP, et donc ça vient renforcer, allonger les délais de traitement. Et puis il y a un certain nombre on l'a dit, sur la question des pathologies psychiques qui ne sont pas dans les tableaux. Donc il faut. Après, il y a plusieurs solutions, hein, tout est discutable. C'est la question de quelle prise en charge avec un délai rapide et un mode de preuve que je serais tenté de dire qui soit aménagé. Aujourd'hui, le système complémentaire, c'est d'avoir une incapacité permanente, provisoire, d'au moins 25%. C'est quand même un niveau de gravité qui dissuade en tout cas un certain nombre de salariés malades de faire droit à la réparation sur le système complémentaire. Et donc la proposition serait d'abaisser le taux, d'abord le taux effectivement d'incapacité permanente provisoire à un seuil qui ne soit pas dissuasif. Hein, difficile d'aujourd'hui, parce qu'il y a des médecins conseils eux-mêmes ne sont pas forcément très homogènes, donc est-ce qu'il faut descendre à 10 ou 5, tout ça se discute, mais en tout cas il faut abaisser le seuil des 25%, et il a été, je crois, déjà dit à votre commission, qu'y compris, il y a certaines pathologies aujourd'hui, hein, je pense par exemple les névragies cervico-brachiales, sur les manutentions manuelles, où de toute façon on n'aura jamais un médecin conseil qui va donner une IPP provisoire de 25%. Donc on a des salariés qui sont bien malades, dont l'état de la science et de l'étude des postes de travail montre le lien avec le travail, le lien direct et essentiel, mais ils n'ont pas une capacité permanente provisoire suffisante pour rentrer dans le système complémentaire. Et puis il faut effectivement créer de nouveaux tableaux. Hein. On l'a dit, on a parlé tout à l'heure de Parkinson, donc, qui est reconnu pour les tableaux du régime agricole. Et donc on voit bien qu'il n'est pas reconnu pour les tableaux du régime général. Et donc ça pose le problème de la conception même de ces tableaux. Ces tableaux nécessitent d'avoir, on va dire, une sorte de consensus. Et donc est-ce qu'aujourd'hui on peut en rester à des systèmes de réparation de maladies professionnelles qui soient d'abord sur un consensus, donc consensus dans le rapport de force entre les classes sociales est de plus en plus compliqué, et non pas en fonction de l'état des sciences, et notamment des sciences médicales et des observations des situations de travail. Donc il faut créer de nouveaux tableaux, je crois que c'est une évidence en tout cas pour les atteintes psychiques, mais aussi pour les phénomènes de polyexposition. Parce que s'il n'y a pas grand-chose qui a évolué du point de vue du début du siècle par rapport à la répression pénale, par contre ce qu'on peut voir, ce qu'on peut nous observer, c'est qu'il y a une modification importante des situations de travail. Je veux dire, un peintre au XIXe siècle, qui travaillait peinture au plomb, il faisait peinture au plomb, il faisait pratiquement que ça. Hein, aujourd'hui, un salarié dans une entreprise, quel que soit le secteur d'activité, tout le monde est polyvalent, et notamment sur une carrière. Aujourd'hui, plus personne ne fait la même carrière du début à la fin. Et donc, on a un phénomène de polyexposition qu'on va dire spontanée, au cours d'une même journée de travail, au cours d'une même semaine de travail, ou une polyexposition au cours, effectivement, d'une carrière professionnelle. Et ces polyexpositions, aujourd'hui, ne donnent pas le droit au tableau, ce qui fait que vous avez, je donne juste deux exemples en une minute, vous avez, je crois, le cas... Je n'ai pas vu toutes les auditions, je ne sais pas si on en a parlé de la situation des verriers de Givors, hein, qui ont réussi à obtenir
donc la reconnaissance de maladie professionnelle pour polyexposition au sein de la VERI, mais pour le coup, il a fallu passer par un C2RMP, le TAS, qui demande un deuxième CRMP, de nouveau le TAS, un troisième C2RMP, et ensuite le TAS, et ensuite la cour d'appel. Donc vous voyez que il faut être un peu gaulois dans le bon sens du terme, persévérant. Et là, par exemple, M. Cervantes est décédé avant la fin de la procédure, et c'est ses ayants droit qui ont continué la procédure. Et vous avez un autre exemple qui concerne les polyexpositions, notamment sur le domaine portuaire et docker, autour des dockers de Saint-Nazaire, où là aussi, c'est vraiment une bagarre gigantesque. Alors c'est des cas, dans les statistiques, c'est 1 et 1, ça fait que 2. Ça fait que 2, mais qui sont significatifs d'une situation réelle où des salariés sont polyexposés à longueur de temps. Et donc là, il faut trouver un système de réparation et qui soit lié à l'obligation de traçabilité et de dire à quoi je suis exposé au cours de ma journée de travail, de ma semaine, de mon mois et de ma carrière. Sur les médecins du travail, pareil, de 2 mots, il y a double problème. Pénurie, ça va prendre du temps, mais là aussi, c'est un problème d'abord politique, même si ça va prendre 10 ans à les former. Deuxièmement, ça a déjà été dit ici, je dis en un mot, indépendance. Indépendance, les constats qu'on peut faire, les médecins du travail doivent faire des alertes écrites. Donc là, loi El Khomri, c'est peut-être un seul article bien dans cette loi. Mais écrire pour un médecin du travail, c'est prendre un risque. Vous le voyez avec tout ce qui se passe devant le Conseil de l'Ordre. Et donc les médecins du travail, ils vous donnent des informations à l'oral, ils discutent avec la CARSAT, ils discutent avec les salariés, les organisations syndicales, ils discutent avec l'inspecteur du travail. Mais c'est compliqué pour le médecin du travail d'écrire sur l'alerte. Et puis, normalement, le médecin du travail est le mieux placé pour faire la déclaration, pour faire le fameux certificat médical initial. Il connaît le poste de travail, il peut demander des examens complémentaires et donc il a connaissance de l'état de santé du salarié. Pourtant, il faudrait demander les chiffres précis à la CNAMTS, qui les a. Les constats qu'on fait, c'est que majoritairement, ils décident de ne pas faire ces certificats médicaux initiaux et de renvoyer vers les médecins traitants qui, en plus, effectivement, par rapport à ce qu'a dit Pierre Pézra tout à l'heure, ont des fois une méconnaissance involontaire du point de vue de leur cursus de formation, et notamment des fois qui ne citent pas le bon tableau, le bon alinéa du tableau, etc., et ce qui rend encore la démarche de plus en plus compliquée. Et donc, mettre le médecin du travail, et dire que le médecin du travail doit faire le CMI, c'est pas le placer sur le terrain, c'est pas le placer sur le terrain de la réparation. C'est de dire, il constate à un moment donné une exposition qui donne lieu à maladie. Déclarer le CMI, c'est pas très long. Mais déclarer le CMI, ça veut dire que le médecin du travail, il engage une discussion avec l'employeur, le CHSCT, sur voilà, maintenant, on a un CMI chez nous, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait en prévention? Est-ce que c'est sur un poste, 5 postes, 10 postes? Est-ce que ça peut arriver dans d'autres sites? L'établissement d'à côté, de Moulins, d'Alençon, de Brest, etc. Et qu'est-ce qu'on met en place en mesure de prévention? Souvent, autour du CMI, la réparation, on a voulu couper réparation et prévention. Et le médecin du travail qui constate, il doit déclarer et il doit engager le débat avec l'employeur sur les mesures de prévention. Moi, je ne répéterai pas ce qui a été dit. Je voulais apporter un autre éclairage par rapport à ces questions. Le cancer du larynx et le cancer de l'ovaire ne sont pas dans les tableaux. Ils peuvent être reconnus cependant par le système complémentaire. Quelle est la différence? La différence, c'est la perte de la présomption d'imputabilité. Et on passe au régime de la preuve. Donc ça n'est pas rien, c'est une différence majeure. Pour parler très concrètement, s'il y a trace, même légère, de tabagisme chez le salarié qui a un cancer du larynx, le professionnel, c'est fini. Ça n'est pas le cas dans le système des tableaux, c'est le cas dans le système complémentaire. Donc on voit que la question de la mise à jour des tableaux a une importance majeure. Deuxième chose, il y a des batailles qui sont absolument insensées, des batailles sémantiques. Je ne résiste pas au plaisir de vous en signaler une. Le cancer bronchopulmonaire a des conditions assez dures à remplir sur le tableau 30 bis. Il faut avoir travaillé 10 ans au contact de l'amiante, ce n'est pas toujours facile à trouver dans une carrière, et il faut avoir une liste très limitative de travaux. Soit on est dans la liste et c'est bon, soit on ne l'a pas fait et on ne peut pas être reconnu, même si on a été très exposé à l'amiante. Et le problème, c'est qu'il existe
une deuxième façon de faire reconnaître un cancer bronchopulmonaire. Deuxième façon complètement inconnue des praticiens en général, c'est le tableau 30C. Ce tableau est rédigé d'une façon volontairement incompréhensible. Il s'agit d'une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses ou pleurales ci-dessus mentionnées. Comprenne qui pourra. Moi, j'ai eu l'étonnement de signaler cet alinéa du tableau 30 à un responsable de service hospitalier en pneumologie qui en ignorait l'existence, parce que c'est rédigé en chinois, c'est voulu. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout simplement? Ça signifie que quelqu'un, en plus de son cancer bronchopulmonaire primitif, a soit des plaques pleurales, soit une asbestose, soit des épaississements pleuraux. C'est tellement plus simple de le dire ça. C'est dit comme ça d'ailleurs dans le tableau du régime agricole. Mais il y a eu un tir de barrage pour maintenir la rédaction en chinois parce qu'elle permettait de faire tomber des reconnaissances de maladies professionnelles, cet alinéa ayant des conditions bien plus favorables et plus faciles à retenir, 5 ans d'exposition et une liste indicative de travaux, c'est-à-dire le fait d'avoir été exposé suffit. Voilà. Autre chose aussi qui est très choquant, quand on s'occupe de dossiers sur une longue période, on s'aperçoit, pour l'amiante comme pour d'autres cancérogènes, qu'il y a des professions à très haut risque. Et donc, c'est un fait notoire, il est très bien documenté, vous avez des fiches d'exposition faites par les caisses régionales, vous avez des études épidémiologiques faites par l'INSERM, vous avez des documents à l'ANSES. Et pourtant, vous avez régulièrement des caisses qui ne voient pas d'exposition, même en cherchant bien, chez des plombiers couvreurs, chez des maçons fumistes. C'est absolument insupportable. Donc, la question d'avoir des listes de métiers comme une sorte de référentiel pour faciliter la reconnaissance, ça serait quand même quelque chose qui serait, je crois, assez nécessaire. Alors, sur la question... Ouais, je vous demandais de reposer parce qu'on a encore une question. Puis moi, je voudrais en poser et on a d'autres intervenants après. Alors, je vais passer pour un censeur, mais bon, voilà, non. Monsieur Catenens. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais vous dire à quel point, dans le travail que nous avons fourni sur la question des maladies et des pathologies psychiques et de leur reconnaissance comme maladies professionnelles, nous avons été... dans toutes les auditions auxquelles nous avons participé, convaincus de la nécessité absolue de travailler effectivement sur la question des tableaux. Parce qu'un travail législatif avait déjà été mené sur le sujet, avec la nécessité de choisir parmi les différentes options. Et la question des tableaux nous paraissait, sinon exhaustive, en tout cas la plus aboutie et conséquente au vu des défis auxquels nous étions confrontés. J'ai d'ailleurs, de ce point de vue, une version à vous suggérer du tableau en question que je vous remettrai, de manière à ce que vous puissiez nous donner votre avis. Après, il y a une question que vous avez évoquée à de nombreuses reprises dans la plupart de vos interventions qui, moi, me paraît être le fil nécessaire à tirer dans nos travaux législatifs. C'est la question de la responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, lorsque c'est la branche maladie qui finance, c'est la collectivité, quelque part. C'est les cotisations des salariés et c'est la collectivité sur qui le poids pèse, alors que la responsabilité incombe. Et elle échappe finalement à celles et ceux à qui elle incombe. Et donc pour moi, la question de la reconnaissance, c'est non seulement parfois une voie vers la guérison pour celles et ceux qui sont cernés, mais c'est aussi surtout le fait d'assumer le caractère de responsabilité et le fait que si c'est la branche AT-MP eh bien, qui paye, de fait, ce sont les cotisations des employeurs. Et ça me paraît être nécessairement le nerf de la guerre dans un contexte qu'on connaît où je pense qu'il n'y a plus que ça, finalement, comme moyen réel de pression, notamment par le système de surcotisation et des malus qu'on connaît. Donc ça me paraît être absolument nécessaire d'insister dans nos travaux sur ce point précis. Voilà ce que je voulais dire. Pour le reste, je vous fournirai le tableau qui, bien évidemment, a la spécificité de ne concerner que les pathologies psychiques. Non, mais juste un petit mot, le tableau, faudra regarder. Non, juste un petit mot sur cette question justement de cotisation. J'ai pas souvenir, mais je me trompe peut-être que vous ayez eu l'occasion d'auditionner
des représentants on va dire des contrôleurs de sécurité ou des ingénieurs de prévention des CARSAT. Hein, ils font sur le terrain, pardon. Donc, bon, je pense qu'ils vous ont dit à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement bien dans le Code de la sécurité sociale et qui peut peser, c'est l'injonction à l'employeur de prendre des mesures de prévention. Et quand l'injonction n'est pas respectée, donc c'est la majoration des cotisations. Donc ça marche bien, parce que ça attaque directement quand même le portefeuille. Bon. Le constat qu'on peut faire, allez, on va dire comme ça à la louche sur les 10 dernières années, c'est que l'injonction comme mode d'intervention des CARSAT quand ils n'arrivent pas à obtenir satisfaction sur la mise en conformité de machines, de captation des produits chimiques, etc., est de moins utilisée par les CARSAT. Ce n'est pas un problème juridique, ça renvoie à ce qu'on disait tout à l'heure, éventuellement de gouvernance ou en tout cas de quelle est la politique de la CNAM et des CARSAT. Et la politique de la CNAM et des CARSAT, majoritairement aujourd'hui, c'est ce qu'ils demandent dans le cadre de la COCH, c'est ce qu'ils demandent à leurs agents, c'est principalement de centrer une partie de l'activité, notamment sur les aides financières. Hein, ça ne veut pas dire que dans certains cas de figure, effectivement, pour les petites entreprises, la question des aides financières n'est pas posée, hein, ça se discute, mais qu'effectivement, la question des injonctions est peu mise en place. Donc là, il y a un problème de qui décide à la CARSAT dans un système paritaire. Et en termes de propositions, par exemple, puisque là, on insiste un peu là-dessus, puisqu'on est sur une maladie professionnelle, hein, cette fameuse obligation qui n'est pas faite, qui existe depuis peut-être la nuit des temps, aux employeurs de déclarer les procédés de travail qui sont soumis à maladie professionnelle, et ben pourquoi pas prendre une disposition assez simple dans le Code de sécurité sociale qui indique que l'employeur qui n'a pas satisfait à cette obligation, plutôt que d'encourir une infraction de 3e classe, hein, au pénal, qui ne sera jamais poursuivi. Entre vous et moi, ça doit être 450 € maximum. Bon, plutôt que d'aller au pénal là-dessus, personne ne relève l'infraction. Pourquoi ne pas dire que l'employeur qui ne respecte pas cette obligation, constatée par les agents des CARSAT de l'inspection du travail, puisqu'ils ont déjà le pouvoir de le constater, voit automatiquement une première majoration, allez, soyons gentils, de 20%, et puis l'année d'après, de 50%, etc. Bon, et à un moment donné, ils vont finir, les employeurs, par déclarer leur procédé de travail, et tout le monde gagnera du temps. Les bons employeurs, ils gagneront du temps, peu de procédés de travail, et puis derrière, si on a ça pour la gestion des CPM ou des C2RMP, une fois qu'on aura effectivement la déclaration des postes de travail, et le C2RMP pourra travailler plus vite, les enquêteurs et enquêtrices CPM qui enquêtent sur les maladies professionnelles iront plus vite, puisque là on aura déjà des éléments d'exposition de la part des employeurs, et donc tout le système ira plus vite, et tout le monde sera gagnant, en tout cas du point de vue des représentants du personnel. Et donc il faut faire revivre l'injonction, qui était un moyen effectivement très, très efficace de la part des CARSAT, mais il faut que ça vienne de la direction de la CNAM. Hein, là, c'est un problème de directive nationale et d'orientation politique nationale. Merci. Simplement, rapidement, je vais essayer d'être assez concis, puisque vous parliez tout à l'heure du médecin qui était dans la salle, c'était moi. Donc, on va pouvoir en discuter. Mais avec beaucoup de liberté, parce qu'effectivement, à titre personnel, je témoignerai du fait que dans les études, on n'est probablement pas assez formé, et que ce sont des sujets qui ont été abordés plusieurs fois pendant les auditions, que vous avez probablement vus. C'est vrai que la question aujourd'hui, c'est de savoir comment on peut faire une traçabilité totale. Et la question la réponse du moins qui avait été sous-tendue, et c'est pour ça que je vous pose la question là-dessus, c'était éventuellement de faire en sorte que la médecine du travail puisse apporter au fur et à mesure sur éventuellement dossier médical partagé ces informations. Au-delà de ça, par rapport à la toxicologie, la question se pose plutôt de savoir si ce n'est pas au médecin du travail, plutôt, comme c'est un peu le cas déjà, mais probablement pas assez fait, d'apporter les points à surveiller, en particulier pour le médecin généraliste, puisqu'on sait que c'est plutôt le médecin généraliste qui va être le premier contact, justement, avec ces patients-là. Donc savoir à quel moment ils peuvent qu'est-ce qu'ils doivent surveiller, et donc à quel moment il faut se préoccuper. Et donc ça découle aussi de la question de la reconnaissance et de l'accès à la reconnaissance des maladies professionnelles, très clairement, parce que c'est là tout le sujet. Donc moi, on a déjà beaucoup parlé, peut-être qu'on peut avoir juste une petite réflexion
là-dessus. Et c'est vrai qu'après, d'un point de vue statistique, la question se posait aussi plusieurs fois, et je voudrais avoir votre avis du rôle des C2RMP là-dedans pour avoir un avis un peu plus statistique peut-être sur des choses borderline actuellement, très, très clairement. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, ça a été soulevé dans les auditions, et aussi je vous pose la question, il y a quand même sur des effets cocktails, des difficultés parfois à identifier très clairement le polluant primitif, voire les polluants. Donc c'est là-dessus où aussi je vous interroge par rapport au tableau de maladies professionnelles. Parce qu'effectivement, ils sont parfois difficiles à identifier. Par exemple, tout à l'heure, vous parliez de la vitamine A. J'ai pas de notion sur le cancer de la prostate, donc je sais pas. Le souci, c'est là, c'est-à-dire que c'est le passage, et c'est là que je vous interroge. Comment vous voyez la capacité à faire avancer la recherche justement là-dessus, et la capacité à faire un lien de causalité. Et juste pour l'anecdote. Mais là, pour le coup, je voulais vous apporter un éclairage médical. Le tableau 30 est, à mon avis, très clair. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des lésions parenchymateuses de BPCO produites par les particules. Et le deuxième alinéa que vous avez lu, c'est les complications néoplasiques de ces lésions de BPCO et chroniques. D'atelectasie, fibrose, etc. Non, mais oui, mais la fibrose, c'est une BPCO. Mais voilà, donc si vous voulez, c'est ça. Donc pour un médecin, je vous dis honnêtement, je les trouve plutôt clairs. Enfin, je vous le dis honnêtement. Et il se trouve que, bon, voilà. Mais non, mais parce qu'on invoquait tout à l'heure les médecins. Bon, bref, moi, mes questions, c'était vraiment comment on fait pour faire évoluer alors la connaissance des patients, des médecins, bon, un problème de formation, mais justement, on peut y revenir. L'aspect déclaratif, comment on peut effectivement aider les médecins à mieux déclarer. Et vous parliez tout à l'heure de la médecine du travail, donc peut-être travailler là-dessus. Et puis surtout en post-professionnel, puisque c'est ça la priorité, on a beaucoup parlé, mais on peut en reparler vis-à-vis des médecins. Et puis comment on fait évoluer surtout la déclaration, la reconnaissance, avec la notion d'imputabilité, parce que c'est là le plus important, le nerf de la guerre, parce que c'est à chaque fois là que ça coince. Voilà. Alors, sur la question des médecins, ce qui peut être fait d'ores et déjà maintenant, dans l'état actuel de la réglementation, c'est le fait de noter les expositions en temps réel, quand elles sont connues du médecin, ce n'est pas toujours le cas, dans le dossier médical, et le fait de rédiger soigneusement la fiche d'entreprise, qui est une obligation. Et si ça était fait, on aurait fait un pas de géant, parce que beaucoup de salariés qui demandent leur dossier médical ont la surprise de n'y découvrir que des courbes de poids. Donc ça ne fait pas le compte. En ce qui concerne le rôle des C2RMP, enfin, en ce qui concerne l'évolution des connaissances médicales, je crois qu'il y a deux choses. Il y a des études épidémiologiques de grande envergure qui font évoluer les connaissances médicales. Par exemple, le cancer du côlon, son attribution à l'amiante était contestée, controversée, etc. Il y a des études récentes qui confirment de façon très probante l'attribution à l'amiante du cancer colorectal. La conclusion aujourd'hui, c'est que le nombre de reconnaissances de cancer du côlon dans les C2RMP augmente, d'ores et déjà, dès maintenant. Et la conclusion à venir, ça serait que ça trouve sa place dans un tableau. J'ai regardé les exposés qui ont été faits par le GISCOP sur l'aspect recherche. Il est important de mettre en place des dispositifs qui notent sans idée préconçue l'association possible entre tel métier et tel cancer. Et quand on aura un nombre suffisant de cas agglutinés, eh bien, ce qui est des pistes deviendra des probabilités fortes, voire des certitudes. C'est ainsi qu'on avance. Simplement, ces dispositifs-là, il faut les aider, les financer et les mettre en place. Aussi longtemps qu'ils ne seront pas mis en place, on sera dans le tâtonnement. Je voudrais revenir sur une chose, une distinction qui me semble importante. Que vous ne puissiez pas, en tant que commission d'enquête, commenter des décisions de justice ou des procédures judiciaires en cours, je peux tout à fait l'entendre.
Mais autre chose est de dire que vous pouvez, me semble-t-il, réfléchir dans une optique de renforcement des déclarations de maladies professionnelles à comment on peut sanctionner des fautes. Est-ce que, en gros, la question est, dans une optique qui est celle de maximiser la reconnaissance des maladies professionnelles, d'augmenter la visibilité sociale des maladies, donc la prévention, dans cette optique-là, le code pénal tel qu'il est-il adapté? Je réponds en prenant une image. Il y a deux choses dans le code pénal, deux situations qui sont très claires. La personne qui veut tuer quelqu'un de bien identifié et qui le fait, ça c'est un crime facile, il est bien repérable. Vous avez la personne qui ouvre ses volets le matin, qui fait tomber un pot de fleurs sur un quidam, c'est une situation bien identifiée de délit non intentionnel. Et puis vous avez une troisième situation qui n'est pas dans le code pénal. Cette troisième situation, c'est je dirige un grand groupe industriel, je sais que ma matière première est cancérogène, je sais que si je continue à l'utiliser, je vais provoquer des décès sans savoir si c'est Mohamed, Marcel ou Janine qui va succomber, et j'en assume pleinement le risque parce que cette production m'est profitable. Ce type de délit, qu'on peut appeler aussi crime industriel, qui a un caractère collectif, c'est-à-dire que ce n'est pas un individu qui est ciblé, c'est une collectivité de travail, voire une collectivité d'habitation. Eh bien, le code pénal tel qu'il est-il adapté? Pourrait-il devenir, moyennant des changements, un outil de prévention? Ça, c'est une réflexion que vous pouvez et vous devez, me semble-t-il, assumer. Je rappelle, c'était vraiment des rappels pour ne pas qu'on commente, parce que vous l'avez commenté à un moment donné, c'était pour ça. Ça, vous pouviez, mais nous, non. Mais par contre, effectivement, l'application du code pénal peut être effectivement une des priorités de notre commission, puisque c'est partie du rôle et pollueur-payeur et surtout prise de responsabilité par rapport aux enjeux qui sont identifiés clairement dans la loi. Oui. Un mot juste là-dessus, parce que je partage ce qu'elle dit là. Mais effectivement, interroger le ministère de la Justice sur c'est quoi les directives qu'il donne au parquet en termes de santé au travail me semble effectivement indispensable. Autant quand il y a un mort et que l'infraction est caractérisée, il y a des poursuites. Mais le problème de la maladie professionnelle, c'est que le mort arrive après. Bien longtemps après l'exposition et des entreprises fermées. Et donc il faut, je le dis, je redis, il faut qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas la même politique du ministère public en matière de santé au travail, notamment professionnelle, qu'en termes de circulation routière. Vous êtes sur la route, vous mettez en danger votre voisin, il n'y a pas de blessés, vous êtes poursuivi. Les poursuites sont systématiques en termes d'infraction routière. Ils ont des politiques claires dans tous les parquets. Bon. Vous êtes un industriel, vous faites la démonstration, on y arrive, qu'il y a des expositions à des cancérogènes, qu'on sait faire, etc. Si pour le parquet, il n'y a pas une victime identifiée qui n'est pas malade et qui n'a pas porté plainte, oui, ok, il y a une infraction, mais il n'y a pas, en général, 90% des cas, il n'y a pas de poursuite. Donc il faut interroger la politique des parquets là-dessus. Sur la question de toxicologie, là, c'est une question essentielle. Alors d'abord, sans rentrer dans le détail de la vitamine A, c'est pas la vitamine A, c'est les produits de synthèse dans le process de production. Je le dis pourquoi? Parce que on a encore, on va dire, un trou dans la raquette, c'est-à-dire que les produits finis que vous exportez, vous avez l'obligation de fiche de données de sécurité, dont la Commission a déjà entendu parler, qui ne repose pas sur l'obligation d'une étude toxicologique, mais par contre, tout ce qui est produit de synthèse dans le processus de production, ainsi que les produits de dégradation, les fumées, les brouillards d'huile, etc., il n'y a pas d'obligation de l'employeur, puisqu'il ne vend pas, il n'exporte pas, de faire une fiche de données de sécurité sur ces questions-là. Et donc on a peu d'analyse, alors que c'est un des phénomènes majeurs. Alors en termes de toxicologie, une proposition extrêmement simple. L'obligation est maintenant clairement établie en France, directive européenne et document unique d'évaluation des risques depuis 2002, l'employeur doit évaluer les risques. Et il doit l'évaluer d'autant plus quand il change son processus de production, dont consultation du CHSCT ou est maintenant du CSE. Et
dans cette situation, il doit mettre à jour son document unique. Mais le document unique, aujourd'hui, et la méthode d'analyse des risques, notamment, n'est pas extrêmement précise. Donc quand l'employeur dit ça ne change rien d'un risque, le représentant du personnel est en difficulté. Sur la question notamment des cancérogènes ou des agents chimiques dangereux, il pourrait y avoir une disposition extrêmement simple qui dit que l'évaluation des risques pour les nouvelles molécules, les nouveaux mélanges chimiques, les nouveaux produits chimiques, repose sur une étude toxicologique. Et c'est ça qui manque aujourd'hui. C'est ça qui manque aujourd'hui. Il faut former des toxicologues. Discussion avec l'INRS sur la question des conteneurs. L'INRS nous dit, j'ai vérifié les chiffres, ça paraît fou. Sur la planète, 6000 nouveaux produits chimiques et mélanges chimiques par an. Et donc, il n'y a pas... Non, mais l'INRS, y compris du point de vue de la prévention, l'INRS nous dit, voilà, nous, on n'a pas les moyens de faire. Les situations sont... Voilà. Donc, il faut que ça repose sur les obligations de l'employeur. Donc, l'employeur, comme Adiceo, mais comme tant d'autres, je ne veux pas cibler que sur cette entreprise-là, l'employeur qui change son process de production doit, dans le cadre du principe de prévention, démontrer par une étude toxicologique que ce n'est pas dangereux. Et donc, quelque part, il faut aller plus loin que riche, mais à l'intérieur de l'entreprise. Un dernier mot sur la question que vous avez posée sur la question des tableaux. Ça pose aussi la question de l'inversion de la charge de la preuve. Parce qu'à partir du moment où on est dans le régime complémentaire, Alain l'a redit, il y a inversion de la charge de la preuve, donc la preuve repose sur le salarié. Mais on peut très bien réfléchir comme dans d'autres situations, de dire voilà, moi je rentre, puisque j'ai un état de santé à mon embauche, parce que voilà, j'ai un état de santé avec mon embauche, je peux voir le médecin, j'ai l'infirmière, etc. J'ai dégradation de mon état de santé, et comment l'employeur garantit que ce n'est pas lié au processus de travail. Parce que l'employeur, c'est quand même la partie forte dans le contrat de travail, il a des ingénieurs, il a des moyens financiers, il a que le salarié tout seul n'a pas. Donc, ce problème de charge de la preuve, et même si la Commission ne va pas jusqu'à proposer l'inversion de la charge de la preuve, au moins un partage de la charge de la preuve, comme on l'a vu sur d'autres dispositions, je pense notamment harcèlement, discrimination, où on a bien vu que juridiquement, on pouvait aménager la charge de la preuve lorsque le salarié apporte un certain nombre d'indices. Et les salariés peuvent apporter des indices. Il y a des témoignages, il y a des fiches de données de sécurité, etc. Mais leur faire incomber sur le salarié victime, donc déjà diminuer, qui peut perdre son travail quand il ne l'a pas déjà perdu, etc., et faire retomber la charge de la preuve que sur le salarié, là, il faut, à minima d'aménagement, soit une inversion de la charge de la preuve. Nous terminerons sur ces paroles en même temps, finalement, sur l'accord au sein des tableaux pour l'évaluation. Effectivement, je pense qu'il y a la nécessité aussi de prendre en considération le type d'exposition, le temps d'exposition, voilà, parce que allez, je ne veux pas ouvrir un débat, mais de nombreuses auditions nous ont fait remarquer qu'en TMS, il y avait quand même un certain... On est plutôt dans le sens du, justement, on reconnaît quoi qu'il arrive. Je pense en particulier au lombo sciatique. Donc, mais le problème est l'exposition, effectivement, je suis d'accord. En tout cas, je voulais vous remercier pour ce long échange qui a été plus long que prévu, mais c'était bien légitime, et pour ces informations sur les multi-expositions, et en particulier sur l'amiante. Mais c'était important d'en parler. Je vous remercie.
Nous reprenons